Le secrétaire général Tolom travaille avec la province de Gia Lai sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution du 13e congrès national du parti. Le Vietnam continue d'être un pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers, cela grâce aux efforts des localités pour retenir les investisseurs. Dès les premiers jours de la nouvelle année, le secteur touristique du pays a enregistré une forte augmentation du nombre de visiteurs internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tolom a présidé ce lundi 6 janvier une réunion avec les responsables de la province de Gia Lai. Le chef du PCV a reconnu les réalisations de la province tout en évoquant plusieurs défis. Selon lui, Gia Lai a un grand potentiel pour développer une agriculture industrielle, les industries manufacturières, le tourisme et les énergies renouvelables. Pourtant, la province est confrontée à une pénurie de travailleurs qualifiés et une formation inadéquate de la main-d'œuvre. En outre, certaines zones continuent de connaître des problèmes de sécurité et d'ordre social. Tolom a ainsi identifié 3 axes majeurs pour le développement futur de Gia Lai, dont l'agriculture high-tech et durable, une industrialisation ciblée et un tourisme vert distinctif, reflétant l'identité des hauts plateaux du centre. À cette occasion, le secrétaire général du parti a fait don d'un projet de station médicale d'une valeur de 5 milliards de dong à la commune de Gla, district de Dak Doa, pour améliorer la qualité des soins de santé pour la population locale. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé ce lundi matin à Hanoï à la conférence bilan du ministère des Affaires étrangères où les objectifs pour 2025 ont été définis. Le chef du gouvernement a salué les réalisations du ministère des Affaires étrangères, notamment ses contributions au maintien d'un environnement pacifique et stable, ainsi qu'à la gestion efficace des relations avec les partenaires internationaux. Soulignant l'importance cruciale de 2025, Phạm Minh Chính a encouragé le secteur diplomatique à jouer un rôle encore plus central dans la mise en œuvre des politiques extérieures du parti et de l'État. Parmi les priorités identifiées, il a notamment insisté sur 2 axes principaux: utiliser la diplomatie pour soutenir la croissance économique du pays et préserver un environnement de paix propice au développement durable. La 41e session du comité permanent de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce lundi matin à Hanoï. Dans son discours inaugural, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a estimé que la charge de travail législatif en 2025 serait énorme. Dans l'immédiat, au premier trimestre, l'accent sera mis sur l'organisation de la 9e session parlementaire extraordinaire, laquelle aura pour objectif de réviser 3 lois et des résolutions en vue de faire le bilan de la résolution numéro 18 sur la rationalisation de l'appareil politique. Toujours ce lundi, les membres du comité ont analysé le recueil des pétitions adressées à l'Assemblée nationale en décembre 2024, ainsi que le projet de résolution définissant en détail l'organisation des rencontres entre les électeurs et les députés. Ils ont également examiné le projet de loi sur l'industrie des technologies numériques. Continuons avec d'autres actualités du jour, avec les informations économiques. Le dernier mois de 2024 a vu près de 8 500 entreprises reprendre leurs activités à l'échelle nationale, une augmentation notable par rapport au mois précédent et supérieure à la moyenne annuelle. Bien que cela, c'est un signal de croissance positive, le nombre d'entreprises nouvellement créées a diminué. Selon le département de gestion de l'enregistrement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, la plupart des entreprises qui reviennent sur le marché sont de petite taille.
opérant dans le secteur des services avec un capital social de 400 000 $ ou moins. Pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés financières, les efforts se concentrent sur la réduction des taux d'intérêt et la simplification des procédures pour les prêts. Selon la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, BAD, le Vietnam reste un pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers, même si les flux de capitaux mondiaux ont diminué par rapport à la moyenne des dernières années. Ce succès est dû aux mesures prises par le Vietnam pour retenir les investisseurs étrangers. Tout de suite, état de lieu dans la province de Bắc Ninh qui s'est classée en tête du pays en matière d'attraction des IDE l'année dernière. Depuis le début de cette année, le capital total d'investissement dans la province de Bắc Ninh a atteint près de 2 milliards de $. Ce chiffre est presque équivalent au capital total d'IDE de la province en 2022. Nous prévoyons d'augmenter nos investissements, notamment dans la recherche, le développement et la production d'écrans OLED pour smartphones. Depuis l'année dernière, nous avons augmenté la production de ces écrans. En 2024, la province de Bắc Ninh sera la première province à attirer pour plus de 5 milliards de $ d'IDE, soit une multiplication par 3,1 par rapport à 2023. Le capital d'investissement des entreprises d'IDE et des entreprises de soutien national a considérablement augmenté dans le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs. Cela contribue à former une chaîne d'approvisionnement de haute technologie, créant ainsi un élan pour la croissance. Nous établissons des stratégies basées sur le potentiel de la province et priorisons le développement de haute technologie, associé au développement des entreprises locales pour créer un écosystème. La principale priorité est la réforme administrative, en mettant l'accent sur des procédures rapides et rentables, garantissant la transparence et l'ouverture. En 2024, le fabricant de semi-conducteurs Amkor Technology a investi 500 millions de $ supplémentaires au Vietnam, tandis que les partenaires de fabrication d'Apple, Foxconn et Larcher ont étendu leurs opérations après que Apple a transféré 11 sites de production au Vietnam. La capacité du Vietnam à attirer les investissements étrangers dépend de 3 facteurs principaux: la stabilité de l'environnement des affaires pour les investisseurs, les efforts de réforme des procédures administratives et juridiques, et un emplacement stratégique dans le commerce mondial. Selon les organisations internationales, l'attraction des IDE à l'échelle mondiale en 2025 sera confrontée à de nombreux défis, car les principaux pays devraient mettre en place des politiques visant à retenir les investisseurs. Cela nécessite que le Vietnam redouble d'efforts pour améliorer l'environnement des investissements, supprimer les obstacles et développer les infrastructures. Les exportations de riz du Vietnam ont connu des résultats impressionnants en 2024. La valeur d'exportation a atteint plus de 5,8 milliards de $, ce qui est le niveau le plus élevé jamais enregistré. Et à l'heure actuelle, de nombreuses entreprises ont commencé à signer de nouveaux contrats d'exportation de riz pour l'année en cours. Le marché du riz devrait être dynamique avec de nombreux nouveaux records en matière de production et de commerce. Cela présente à la fois des opportunités et des défis pour les entreprises vietnamiennes. Au cours des 3 dernières années, le prix moyen du riz vietnamien a augmenté de manière impressionnante, passant de 487 $ la tonne à 625 $ la tonne, soit une augmentation de plus de 28%. Selon le Centre de transaction de marchandises du Vietnam, les exportations de riz de nombreux pays, dont le Vietnam, seront confrontées à plus de défis qu'en 2024, car l'offre mondiale de riz sera plus abondante. Selon les prévisions du département américain à l'agriculture, les exportations mondiales de riz en 2025 devraient atteindre 56,3 millions de tonnes, soit 2,3 millions de tonnes de plus que prévu. De nombreux pays producteurs et exportateurs de riz dans le monde tentent d'augmenter leur approvisionnement alimentaire et l'Inde a également rouvert ses approvisionnements de riz. Pour ces raisons, le prix moyen à l'exportation du riz pourrait tomber en dessous de 600 $ la tonne.
Les entreprises exportatrices partagent le même avis que les experts en ce qui concerne une éventuelle baisse du prix du riz sur le marché mondial. Le principal avantage concurrentiel du riz vietnamien dans un avenir proche sera la qualité. Les entreprises du riz doivent se concentrer davantage sur le respect des normes d'exportation de plus en plus strictes. La production intelligente sera largement appliquée pour minimiser les pertes dans la production du riz. Nous favoriserons le développement des types de riz biologiques pour répondre aux besoins des marchés haut de gamme, par exemple, le riz japonica exporté vers le Japon ou l'UE. En se basant sur les signaux du marché, l'industrie du riz continuera l'année prochaine à renforcer les variétés de riz de haute qualité pour faire face à la sécheresse, à la salinité et au changement climatique dans le delta du Mekong. Nous mènerons des recherches pour savoir quelle superficie de terre est propice à la culture des types de riz de haute qualité et à haut rendement. Toutes les superficies rizicoles inefficaces seront converties en élevage de crevettes, par exemple. Une offre plus abondante, des prix plus compétitifs et une demande stable des principaux marchés. Tels seront les facteurs clés qui font penser que les exportations du riz vietnamien connaîtront une année à succès, ce qui contribuera à la sécurité alimentaire mondiale. Cependant, la concurrence de plus en plus acharnée sur le marché mondial obligera les entreprises à faire preuve de flexibilité dans leur stratégie d'exportation. Lors de la transformation des produits agricoles, une grande quantité de sous-produits est générée. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 80% des déjections animales et des sous-produits agricoles sont déversés directement dans l'environnement, ce qui engendre beaucoup de pollution. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont profité de ces déchets pour créer des produits. Cela apporte non seulement une valeur économique élevée, mais répond également à des critères écologiques et durables. Ces bouteilles de sauce de poisson sont créées à partir de déchets agricoles. Après la récolte, le fruit de la noix de cajou est utilisé pour faire une sauce de poisson végétarienne. La transformation approfondie aide les sous-produits agricoles à devenir des marchandises. Chaque jour, cette entreprise fabrique environ 1000 à 1500 produits à partir de déchets de fruits de cajou pour les vendre sur le marché. Si le jardin est à proximité, nous viendrons l'acheter directement afin que la qualité du produit soit toujours garantie. Les sous-produits agricoles n'ont par nature aucune valeur marchande. Cependant, lorsqu'ils sont traités en profondeur, c'est différent. Grâce au processus de transformation, le louffa se transforme en 10 autres produits, tels que des éponges à bain, de vaisselle, des couvertures de siège ou des doublures de chaussures. Après traitement, chaque louffa coûtera 40 000 dong. Ces produits sont transformés pour l'exportation. Depuis quelque temps, les consommateurs préfèrent utiliser des produits respectueux de l'environnement. C'est la tendance du futur, tout le monde est très soucieux de la santé et de l'environnement. Cela ouvre des opportunités aux entreprises de produire des produits verts. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam produit chaque année environ 160 millions de tonnes de déchets issus de l'industrie agricole. Pour éviter le gaspillage de la ressource, considérée comme une mine d'or, de nombreuses unités ont récemment réutilisé cette source de sous-produits pour fabriquer de nombreux produits, rapportant des milliards de dollars et contribuant ainsi à réduire la pollution de l'environnement et les gaz à effet de serre. Le Vietnam est l'un des pays qui produit des sous-produits en abondance. Il s'agit d'une ressource précieuse pour les conversions vertes, créant des produits de plus grande valeur et même des produits médicaux. Dans le secteur agricole, 20 à 30% des sous-produits sont réutilisés. Les sous-produits ont apporté une valeur économique, en particulier dans le contexte où les consommateurs s'orientent vers un environnement vert. Selon les experts, la transformation des sous-produits en biens est également un modèle d'économie circulaire choisi. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Dimanche soir au stade Rajamangala de Bangkok en Thaïlande, l'équipe nationale masculine de football du Vietnam a gagné 3-2 contre la Thaïlande lors du match final retour du championnat d'Asie du Sud-Est de Football Coupe de l'ASEAN 2024. Parmi les 3 buts de l'équipe vietnamienne, 2 ont été marqués par Tuấn Hai et Hai Long, tandis que le troisième a été inscrit contre son camp par le joueur thaïlandais Pan Sa. L'équipe nationale vietnamienne a ainsi remporté le championnat d'Asie du Sud-Est pour la 3e fois de son histoire, après 2008 et 2018. Et juste après cette victoire, des centaines de milliers de supporters vietnamiens se sont descendus dans les rues pour célébrer. À Hanoï, les rues centrales étaient envahies par la foule en fête jusqu'à minuit, avec des rassemblements massifs autour du lac Hoàn Kiếm. Quant à Ho Chi Minh Ville, des dizaines de milliers de personnes ont également convergé vers le premier arrondissement, notamment autour de la rue piétonne Nguyễn Huệ et de la place Mê Linh. Dans des localités comme Thanh Hóa, Đồng Nai, Long An, Gia Lai ou Cần Thơ, des milliers de supporters ont également célébré cette victoire toute la nuit. Plus de 2,3 millions de ménages à faible revenu et de bénéficiaires de politique ont reçu des prêts bancaires de politique sociale pour un total de plus de 14,8 milliards de dollars. Le gouvernement a alloué plus de 232 millions de dollars du budget de l'État à la Banque vietnamienne des politiques sociales en 2025, dont plus de 94 millions de dollars destinés aux prêts pour les logements sociaux. Au cours de l'année 2025, la banque donnera la priorité à l'octroi de capitaux pour les prêts, pour la réduction de la pauvreté et les bénéficiaires de politique afin de soutenir la protection sociale. Grâce aux fonds budgétaires locaux de 2,3 milliards de dollars confiés à la banque, plus de 712 000 travailleurs ont trouvé un emploi, dont près de 7 000 personnes réhabilitées qui ont désormais des emplois stables. Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a annoncé l'achèvement de 12 800 maisons rénovées ou nouvellement construites à travers le pays, afin de remplacer les structures temporaires et délabrées. Ces maisons donneront aux ménages pauvres et quasi-pauvres un nouveau départ, leur permettant de célébrer le nouvel an lunaire dans le confort. Et cette initiative montre l'engagement du parti et de l'État à soutenir les communautés vulnérables. Grâce à une aide gouvernementale de 60 millions de dong et un prêt de politique sociale de 50 millions de dong, la famille de Triệu Thị Phúng peut non seulement célébrer le Tết dans sa nouvelle maison, mais aussi réaliser son souhait d'y organiser le mariage de son fils cadet. Un grand merci au parti et à l'État. Cette année, j'ai une nouvelle maison et une belle fille. Dans plusieurs localités, les autorités donnent la priorité à l'achèvement des logements pour les ménages les plus défavorisés afin qu'ils puissent emménager dans de nouvelles maisons avant le Tết. La famille de Thé, qui a vécu dans une maison délabrée à toit de chaume pendant plus de 20 ans, n'aurait jamais imaginé posséder une maison solide. Grâce au soutien du gouvernement, combiné à leurs 30 millions de dong d'économie, le couple a pu construire une nouvelle maison. J'ai une nouvelle maison pour le thé. C'est super. Merci au parti et à l'État. Nous concentrons nos ressources pour aider les ménages pauvres à construire de nouvelles maisons. Nous avons pour objectif d'en achever 2098 avant le thé. Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a fait état de progrès satisfaisants dans l'élimination des maisons temporaires et délabrées, mais les localités doivent être plus proactives dans la mobilisation de ressources. Alors que de nombreuses localités ont mobilisé des ressources au-delà de leurs besoins, d'autres manquent toujours de financement suffisant pour éliminer toutes les maisons temporaires et délabrées dans les délais fixés. L'avancement du programme d'élimination des maisons temporaires et délabrées est d'autant plus important à l'approche du Tết. Les localités qui comptent un grand nombre de maisons temporaires et délabrées comme Tuyên Quang et Hà Giang ont pour objectif d'achever le programme d'ici juillet.
Dès les premiers jours de la nouvelle année, le secteur touristique du pays a enregistré une forte augmentation du nombre de visiteurs internationaux par voie aérienne et maritime. Notamment, l'île de Phú Quốc, dans la province de Kiên Giang, est en train de devenir une destination de prédilection pour les visiteurs internationaux. Il s'agit du seul endroit au Vietnam qui applique une politique d'exemption de visa de 30 jours pour les touristes du monde entier. Depuis le début de l'année, l'aéroport international de Phú Quốc accueille 60 à 62 vols par jour, dont plus de 30 vols internationaux. C'est 10 fois plus que la même période l'année dernière. Phú Quốc est une île très célèbre en République de Corée. Elle possède de magnifiques paysages avec des spectacles et des feux d'artifice tous les soirs. Les hôtels ici sont complets pendant les vacances du Nouvel An. Le taux de réservation des chambres pour le Tết a atteint 90%. Depuis plusieurs mois, tous les établissements d'hébergement du bourg de Hoàng Hôn affichent un taux d'occupation des chambres de plus de 85%. Nous prévoyons d'améliorer et de moderniser les installations commerciales pour accueillir les touristes la saison prochaine. Phú Quốc connaît une haute saison sans précédent avec des hôtels et des restaurants qui affichent complets. Cette croissance est due au beau temps, à la politique d'exemption de visa et au vol direct vers l'île. Par ailleurs, des spectacles multi-expériences avec 2 feux d'artifice chaque soir contribuent également à accroître l'attractivité de l'île. L'ambiance est géniale et très vibrante. Phú Quốc reçoit 15 000 visiteurs par jour, par voie aérienne et maritime. Actuellement, la province de Kiên Giang pilote des ferries nocturnes à grande vitesse, transportant des passagers entre le continent et Phú Quốc. Sur le plan stratégique, l'objectif est de faire de Phú Quốc une ville insulaire unique et un centre touristique d'envergure nationale, régionale et internationale. Cela devient progressivement une réalité grâce aux efforts conjoints d'investisseurs stratégiques. Phú Quốc devrait accueillir plusieurs marques hôtelières internationales haut de gamme. L'île aux perles ambitionne de devenir la destination de choix pour organiser de grands événements internationaux, avec l'objectif d'attirer 23 millions de visiteurs d'ici 2030. Lai Châu est une province montagneuse du nord-ouest du Vietnam avec ses paysages pittoresques et sa richesse culturelle. Les villages de Lai Châu sont peuplés par 20 groupes ethniques différents avec un trésor culturel traditionnel riche et unique. Promouvoir les valeurs culturelles au service du développement durable du tourisme est une priorité de cette province. Nous en saurons plus en visitant le district de Mường Tè, où les habitants de l'ethnie Hà Nhi préservent leur identité culturelle. Étant le district frontalier le plus éloigné de la province de Lai Châu, Mường Tè compte 10 ethnies minoritaires, dont les ethnies très peu nombreuses comme les Cúng, les Mang, les Lahu et les Hà Nhi. Doté d'une identité culturelle unique, le district de Mường Tè a mis en œuvre ces dernières années de nombreuses solutions pour préserver et promouvoir les caractéristiques culturelles des groupes ethniques associés au développement touristique. Dans la commune de Ca Lang, où vivent en concentration les habitants de l'ethnie Hà Nhi, la broderie traditionnelle est transmise de génération en génération. Maintenant que je suis vieille et que je ne travaille plus dans les champs, je reste à la maison et j'apprends à mes enfants à broder et à coudre des costumes traditionnels. Bien que les jeunes les portent rarement, lors des fêtes du thé, le culte doit néanmoins être maintenu, de génération en génération. Jusqu'à présent, nous préservons toujours les pratiques et cultures traditionnelles pour que les enfants n'oublient pas leurs racines. Colorés comme des fleurs sauvages, les costumes traditionnels de l'ethnie Hà Nhi à Mường Tè, Lai Châu sont le fruit de l'habileté et du travail minutieux des femmes. Pour la communauté Hà Nhi, entretenir et créer des costumes, c'est de préserver la culture unique de son peuple.
Je ne choisis que les couleurs rouges et roses pour broder les motifs, et pas le bleu ou le blanc. Toutes les femmes Hani doivent savoir broder. J'ai appris la broderie depuis que j'étais petite. À la main, il faut tout faire avec minutie. Si vous êtes persévérant, il faut de 3 à 4 mois pour broder un ensemble de vêtements. Sinon, ce travail prend jusqu'à 1 voire 2 ans. Pionnière dans la promotion de l'image et de la couture des costumes Hani, Madame Chu Nhu Pu montre régulièrement aux femmes du village comment broder et associer les couleurs pour le costume. J'aime bien les vêtements de mon ethnie de Hani. Dans un futur proche, j'enseignerai ce métier à mes enfants qui ne savent pas coudre, ou encore à des femmes qui savent coudre, mais qui ne savent pas mesurer et couper. Les femmes de l'ethnie Hani transmettent leur amour et leur passion à travers les costumes traditionnels. Au milieu de vastes montagnes et forêts, les costumes traditionnels sont devenus un élément indispensable de la vie et sont respectueusement préservés, contribuant à l'identité culturelle unique des Hani. Nous avons élaboré un plan de préservation et de valorisation de l'identité et des valeurs culturelles traditionnelles de l'ethnie Hani, malgré les influences de la vie moderne. La langue, le style vestimentaire, les arts artisanaux, le chant et les danses. Tout est transmis de génération en génération dans les familles de Hani. Dans les temps à venir, nous déploierons le modèle de maison culturelle dans les 8 villages de la commune pour promouvoir les activités communautaires. Pour promouvoir les valeurs culturelles des groupes ethniques, chaque année, nous organisons des festivals, notamment culturels et culinaires, regroupant la participation de différentes communautés ethniques. Nous avons également dirigé la création d'équipes artistiques de villages et de hameaux pour organiser des activités culturelles et artistiques, et encourager la préservation et la transmission de traditions culturelles aux jeunes générations. L'organisation et la restauration des fêtes traditionnelles créent non seulement une atmosphère d'enthousiasme chez les habitants, mais contribuent également à préserver et à promouvoir les fêtes traditionnelles et à renforcer la solidarité communautaire. La préservation de valeurs culturelles contribue au développement de produits touristiques et à l'amélioration du niveau de vie de la population locale. Dans le district de Mường Tè comme à Lai Châu, le tourisme culturel et communautaire est considéré comme un secteur clé contribuant au développement de la localité. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur les météos a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.